Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Jamais l'Arc de Triomphe n'aura si bien porté son nom. Sous l'œil des géants de l'équipe de France, 1,5 million de personnes hier soir sur les Champs-Élysées. Toute une nuit blanche pour voir la vie en bleu. C'était en 1998, bien sûr, et beaucoup rêvent de retrouver ces images le dimanche 10 juillet prochain, jour de la finale de l'Euro de football organisé, vous le savez bien sûr, en France. On exaltait alors en 1998 la France black blanc beurre qui gagne, symbole d'une société réconciliée, enthousiaste, victorieuse. L'équipe de France de football, miroir de la société française, c'est le thème de ce nouveau numéro de l'info dans le rétro. Mais avant de plonger avec mes invités, avec délice aussi, dans les archives de l'INA, un point sur l'actualité du débat avec Sonia Donadé. Il est le grand absent de cette Euro 2016. Karim Benzema n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour la compétition. Si l'annonce avait provoqué l'incompréhension des supporters, c'est surtout les récents propos de l'attaquant madrilène dans les colonnes d'un journal espagnol qui ont créé la polémique. Il accuse le sélectionneur d'avoir cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Benzema est aujourd'hui toujours mis en examen dans la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Et avec moi en plateau, deux invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Pascal Boniface, vous êtes bien sûr fondateur et directeur de l'Institut de recherche stratégique, l'IRIS, il me manque un I. International et stratégique, pourtant je le connais bien. Et vous êtes aussi l'auteur de Géopolitique, Sport et Relations internationales chez Erol, un livre qui est aussi dans l'actualité parce qu'on va beaucoup parler bientôt des Jeux Olympiques qui auront lieu à Rio dans quelques semaines. Et en face de vous, Bélir Nabli, vous êtes spécialiste des questions identitaires, vous êtes enseignant à Sciences Po et auteur de La République identitaire, ordre et désordre français aux éditions du CERF. Une première question pour vous. Quand vous avez entendu Benzema évoquer une France raciste, la poussée d'un parti raciste, vous vous êtes dit quoi ? Que ça reflétait une tendance lourde, à savoir le fait de penser en termes identitaires pour expliquer une situation individuelle ou collective, une situation sociale, politique. Et donc le fait pour Benzema d'invoquer le racisme pour expliquer sa non-sélection était un abus de langage, au moins. Mais dans le même temps, il a perçu quelque chose, il a souligné quelque chose, à savoir qu'il y a eu une influence du discours raciste dans la décision finale qui, elle, n'était pas raciste. Pascal Boniface, là-dessus ? Oui, il y a deux choses. Benzema n'a pas tort, a raison lorsqu'il dit qu'il y a une partie de la France qui est raciste, on le constate tous les jours. Mais il ne dit pas que ça. Bon, voilà. Mais par contre, dire que Deschamps aurait cédé à cette France-là, ça c'est faux, c'est mal connaître Didier Deschamps. Donc en fait, et les hommes politiques qui se sont exprimés satisfaits de la non-sélection de Benzema sont bien sûr eux aussi venus mettre de l'huile sur le feu. Et alors, évoquer la question raciale et le football, c'est un cocktail vraiment détonnant. Alors on va regarder des archives. J'aimerais qu'on en regarde une première plutôt ancienne. On est en 1963. L'un des plus grands joueurs français de l'histoire, qui a eu le Ballon d'Or en 1958, c'est Raymond Kopa, d'origine polonaise. Et vous allez voir, à l'époque, à la télévision, comment il évoquait ses racines polonaises. Regardez, c'est maintenant. Kopa, qu'il porte le numéro 7 au poste d'ailier droit ou le numéro 9 qui désigne l'avant-centre, il semble parfois que la foule ne s'intéresse qu'à lui. Sur le terrain, il est le pôle d'attraction. S'il déçoit, tout l'intérêt spectaculaire du match est restreint. S'il enchante, l'écho de son nom retentit sans fin dans le stade. Pour des millions de Français, il est le symbole même de la popularité. Personne ne contestera jamais son admirable technique, sa couverture de balle, ses feintes qui déconcertent et l'adversaire et le public. Sa clairvoyance, sa virtuosité d'autant plus incompréhensible qu'il semble toujours lancer un défi aux lois de l'équilibre. Dès l'âge de 14 ans, j'ai travaillé à la mine. Je n'avais pas le choix à ce moment-là car j'ai fait presque tous les bureaux de classement à des mines et partout j'étais rejeté. Et je n'avais qu'un seul moyen, c'est d'aller à la mine. Pourquoi? Parce que j'étais fils de Polonais et il n'y avait pas de place pour deux fils de Polonais. C'est la seule époque de votre vie où vous avez eu à subir cette espèce de discrimination.
Bien sûr, mais heureusement pour moi, j'avais le ballon, j'avais le football. Bien sûr, je ne pensais pas à ce moment-là que je deviendrais ce que je suis actuellement. Pascal Bonivas, on a tout. On a le footballeur symbole de la réussite, le gamin polonais qui n'arrive pas parce qu'il est polonais, et puis le football qui sauve. Oui, le racisme reste le même, c'est ceux auxquels il est opposé qui changent. Parce que le COPA d'aujourd'hui, personne virait éprouver les sentiments racistes parce qu'il est fils de Polonais. C'est plutôt par rapport aux Noirs et aux Maghrébins qu'on le fait. Donc, Oui, mais la réussite d'un COPA fait que on oublie quasiment le Polonais qu'il a été. On voit le journaliste qui dit mais aujourd'hui il n'y a plus de racisme. Enfin. Oui, bien sûr, parce qu'il a réussi justement. Et donc il est quelque part l'arbre qui cache la forêt. Donc on voit aussi les vertus du sport. Parce que par une vedette comme Copa que tout le monde peut admirer à l'époque, parce qu'il donnait du plus à l'équipe de France, à Reims, au Real de Madrid, eh bien on oubliait les origines. Mais s'il n'avait pas été footballeur, on s'en serait rappelé. Et il y a eu quelques années plus tôt, on revient un tout petit peu en arrière, l'arrivée de la question... pas forcément raciale, mais en tout cas nationale, avec cette fameuse histoire de l'indépendance algérienne, enfin pas l'indépendance, en pleine guerre d'Algérie, des grands sportifs français, des grands footballeurs français, qui vont décider de ne pas continuer à porter le maillot français, mais de choisir le FLN, de partir en Algérie. On voit l'impact géopolitique du football, c'est que l'équipe nationale d'Algérie a existé avant que l'Algérie n'existe comme nation. Et de 58 à 61, effectivement, des joueurs, dont une dizaine, dont Mekloufi, Betouni, qui jouent dans l'équipe de France, bien sûr, c'est ça, qui auraient participé à la Coupe du Monde. En pleine préparation. Dit, pour se battre pour notre pays, pour notre maillot, on va jouer des matchs de football parce que on va hisser le drapeau, chanter l'hymne national. Et ça a été l'État algérien, avant que l'État algérien existe, une bande dessinée retrace d'ailleurs parfaitement cet épisode. Alors justement, très bonne transition. On la voit, cette bande dessinée. Donc le dessinateur, c'est Ravi Rey. Un maillot pour l'Algérie, aux éditions Dupuis. Je ne peux que le conseiller. C'est une très bonne bande dessinée qui a eu beaucoup de prix depuis sa sortie au mois d'avril dernier et qui raconte cette histoire, notamment de Mekloufi, qui effectivement a choisi le pays de ses parents plutôt que continuer en équipe de France, même si après il continuera à jouer à Saint-Etienne pendant très longtemps en France. Hein. Oui. Mais justement, en même temps, c'est le genre de fait historique qui permet de différencier le cas des Copa, des Platini et autres, des cas finalement des enfants d'ex-colonies. Oui. La question et le rapport entre l'équipe de France et ses enfants d'ex-colonies ne se posent pas dans les mêmes termes. Et lorsque vous parliez du choix qu'a dû faire un certain nombre de joueurs à l'époque, la question du choix se repose aujourd'hui. C'est assez incroyable. Une ironie de l'histoire. Pour les binationaux qui sont à nouveau confrontés, jeunes, pour les meilleurs d'entre eux en tous les cas, pour savoir s'ils doivent choisir l'équipe de France ou l'équipe nationale de l'autre nationalité, algérienne, tunisienne, nord-africaine. Et souvent, c'est des choix cornéliens parce que ce sont des gamins qui ont grandi en France, étaient à l'école de la République française et qui parfois, alors soit par opportunisme sportif, soit par choix familial ou idéologique, choisissent plutôt effectivement l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Oui, grosso modo, ceux qui ont l'espoir de jouer en équipe de France choisissent l'équipe de France comme Nabil Fekir l'a fait après avoir beaucoup hésité l'an dernier. Et très souvent, le choix du pays d'origine est plus un choix en disant on a la garantie d'être sélectionné. Ça ne les empêche pas finalement de supporter également l'équipe de France à condition de ne pas jouer contre elle. Alors l'équipe de France, elle dit beaucoup de choses. Elle nous raconte quelque chose de l'histoire de France, de la société française. C'est une sorte de miroir, peut-être aux alouettes, peut-être un peu trop flatteur, mais j'aimerais vous montrer un cycle très intéressant en 1985. Le Figaro Magazine publie une une qu'on peut considérer aujourd'hui comme un peu scandaleuse. On va la voir maintenant à l'image. Sur cette une du Figaro Magazine, je crois que c'est du mois d'octobre 1985, serons-nous encore français dans 30 ans ? Avec une Marianne voilée, donc plutôt violent comme une, qui va, dans un contexte de montée en puissance du Front National avant les élections de 1986, et surtout en se basant sur des enquêtes de l'INSEE. Cette question va susciter un débat énorme en France, et ce qui est passionnant, c'est que le journal d'Antenne 2 va y répondre par le football. Regardez Daniel Bilalian, c'était donc en 1985. Le contexte d'une rencontre internationale. Hymne, drapeau, emblème, écusson. Bleu, blanc, rouge pour une équipe de France reflétant le mélange racial de notre pays. Exemple, la sélection opposée au Luxembourg. Ayache est né à Alger. Les parents d'Amoros et de Fernandez sont espagnols. Platini est d'origine italienne. Tigana et Touré ont des parents maliens. Des hommes, des joueurs intégrés sans heurts. J'ai eu la chance de venir très tôt en France. C'est-à-dire j'ai suivi toute la filière de l'éducation et
En 12 ans de carrière professionnelle, j'ai eu à suivre très peu de problèmes sur le racisme. Parce que je crois qu'au niveau du sport, c'est pas totalement écarté, mais une grosse majorité. Manuel Amoros, ses parents sont espagnols. De temps en temps, le public gueule un peu qu'on est immigré, qu'on ferait bien de retourner dans notre pays, mais disons que ça, il faut pas écouter le public. Pour les Français de souche, ce brassage est normal. C'est des amis, c'est très bien comme ça, je veux dire, c'est l'évolution du monde, je veux dire, les gens bougent beaucoup et c'est très bien qu'un pays comme la France reçoive des étrangers, d'une part, moi je trouve. Sans doute que l'intégration est plus évidente lorsque l'on est un joueur de l'équipe de France ou un sportif de haut niveau. Encore a-t-il fallu atteindre ce statut, la preuve que notre société permet cela. C'est passionnant. Un débat d'actualité, on prend l'équipe de France adorée. En 85, la France vient de gagner l'Euro, c'est les années Platini, cette France est adorée. Et on dit, voilà, la preuve en est, il n'y a pas de racisme, regardez l'équipe de France de football. Oui, effectivement, mais le sport permet l'intégration beaucoup plus que d'autres facteurs. Parce que finalement, pour des enfants d'immigrés, il est moins difficile de devenir international que chef d'entreprise ou député, même, pour ne pas dire haut fonctionnaire. Et donc, c'est très bien que le sport fasse cela. Il faudrait que les autres secteurs s'en inspirent et s'ouvrent également. Et effectivement, le sport a permis la réussite à des gens. Coppa le disait lui-même, d'ailleurs, que c'était fermé, mais que c'est par le sport qu'il a réussi. Et donc, c'est en ce sens-là, parce que pour constituer une équipe de football, seul le talent et le travail comptent. Mais est-ce que c'est pas, du coup, un piège? Parce que on sait bien que le sport de haut niveau, c'est quand même réservé à une infime partie de la population. Et si le seul espoir d'intégration, c'est d'être international de football, il n'y a que 11 joueurs sur un terrain. Oui, non seulement ça induit un peu en erreur, dans la mesure où on a l'impression précisément qu'on est... Si l'équipe de France reflétait la société, on se dirait donc que la société est plutôt égalitaire, alors que c'est une société frappée par le creusement des inégalités, en particulier pour ces personnes-là, dès lors qu'il y a un système de discrimination qui frappe précisément les enfants d'immigrés. Et deuxièmement, il faut, je pense, tenter de ne pas trop surinvestir sur l'équipe de France, parce que les politiques, justement, dès lors qu'ils n'ont pas de solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés, donc il y a une question d'intégration, comme on dit, alors plutôt que de proposer des solutions et un discours cohérent, on essaye de s'appuyer sur de nouvelles figures de l'exemplarité. C'est simple de finalement transférer sa propre responsabilité sur d'autres, les joueurs de foot. On leur demande d'être exemplaires, de bien représenter la France, plutôt que finalement offrir des solutions aux problèmes sociaux, d'offrir des exemples soi-même. Mais c'est pas que le football, parce que moi je me souviens de Bernard Tapie qui pensait que la solution aux banlieues c'était d'amener du football un peu partout. Donc il y a une espèce de pensée magique quand même avec le football. Non, il faut que le football soit un tremplin, pas un ghetto. Et donc il faut, par l'équipe de football, comme on l'a vu en 85, on le verra plus tard, de dire oui c'est possible qu'il y ait des Français d'origine diverse qui jouent ensemble et qui gagnent ensemble. Donc la diversité est un atout. Mais si on se dit c'est seulement dans le football que c'est possible et dans le reste c'est pas possible, si effectivement pour un jeune issu de l'immigration, à part devenir footballeur, il n'a aucun espoir de promotion personnelle et sociale, ça devient problématique. Donc il faut se servir de football comme un bon exemple, de dire que c'est possible et que ça ouvre des voies ailleurs. Oui, mais quand on écoute un peu ce que disent les joueurs quand même, et le français de souche d'ailleurs, l'expression aujourd'hui il nous fait un peu... devrait un peu s'inquiéter. Voilà, français de souche. Mais quand on entend Manuel Amoros, il dit quand même qu'on lui demande de rentrer dans son pays. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un prisme un peu médiatique où les joueurs disent tout va bien, et que la réalité, c'est aussi du racisme, y compris dans le football? Non, c'est aussi la versatilité du public qui va brûler ce qu'elle a adoré. On sait très bien que dans les tribunes, on va célébrer. Platini a été sifflé au Parc des Princes. Mais pas pour être italien. Non, parce que, tout simplement, et donc en fait, dès que ça va un peu moins bien, on essaye d'humilier, et c'est quand même aussi une partie minoritaire dans les stades. Mais il y a toujours effectivement, quel est l'argument qui va marquer quelqu'un et qui va l'humilier, qui est fait lorsque l'on veut s'attaquer à un sportif qui a déçu. Est-ce que... Oui. Alors, je suis plutôt d'accord, mais il y a quand même des précédents et qui amènent à s'interroger. L'affaire des quotas, lorsqu'elle a été rendue publique, c'est-à-dire le fait que quand même des dirigeants de la Fédération française de football aient parlé en des termes... Donc là, on parle d'il y a 2 ans à peu près? Un peu plus. Une réunion qui a été enregistrée en sous-main, où finalement des dirigeants de la Fédération française de football imaginaient un dispositif de quotas en fonction des origines pour tenter d'équilibrer les équipes nationales et autres. Mais aussi des propos de figures importantes comme M. Sagnol, qui en tant qu'entraîneur d'une équipe de Bordeaux,
s'était référé aux qualités intrinsèques ou inhérentes à tout joueur africain. C'est un discours racialiste qu'on a trouvé dans la bouche de figures qui devaient être exemplaires. Alors justement, repartons un peu ce discours racialiste que vous évoquez. On va le retrouver dans la bouche. Parce que alors là, on va condamner par. Alors ce qu'on va entendre est peut-être davantage raciste, même si je ne veux pas me faire condamner non plus. Je l'imagine. C'est une hypothèse que je porte. On est en 1996. On est en plein Euro de football, donc un contexte à peu près actuel. La France vient de se qualifier pour les demi-finales de l'Euro, après avoir battu, si je ne m'abuse, les Pays-Bas au pénalty, mais je ne suis pas certain de cela. Jean-Marie Le Pen fait une sortie très impressionnante à la télévision, où aussi il considère que l'équipe de France doit être un miroir de la société française, mais lui, il le prend un peu à l'envers. Un zeste de politique dans le sport. Jean-Marie Le Pen n'est pas mécontent de la victoire française, mais il reproche aux joueurs, entre autres, de ne pas connaître les paroles de la Marseillaise. Jean-Marie Le Pen. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Je constate que les joueurs des autres équipes chantent leur hymne national de grand cœur et à pleine voix. Alors je constate que la plupart des joueurs de l'équipe de France ne le chantent pas ou visiblement ne le savent pas. Bélir, qu'est-ce que ça vous inspire ? Encore une fois, on essaye de mettre en avant le caractère a priori exemplaire que devrait incarner le joueur de football. Il devrait chanter la Marseillaise et être plus patriote que tout citoyen lambda. On n'est pas obligé de connaître la Marseillaise, il n'y a pas d'obligation juridique ou inhérente à la citoyenneté. Mais on essaye d'attacher précisément ce genre d'obligation morale. Et comme souvent, avec ce genre de discours, il y a l'idée d'un âge d'or. Apparemment, avant, on chantait la Marseillaise. Regardez, en décembre 1984, cette équipe de France que tout le monde adorait, et y compris les Le Pen, regardez ce qu'elle faisait quand la Marseillaise résonnait. C'était avant un match amical au Parc des Princes. Platini a dit plusieurs fois que chacun avait sa façon de se concentrer avant un match. On n'est pas là pour faire une chorale, on est là pour faire un match de football. Et donc chacun se concentre pour entrer dans le match. Par contre, il est tout à fait logique que Jean-Marie Le Pen n'aime pas l'équipe de France de football, même si elle gagne. Même si, normalement, il devrait être fier que la France gagne, s'il se dit patriote. Et il y a une longue tradition, et là, il n'y a pas de rupture entre le père et la fille, parce que, justement, une équipe multiculturelle qui gagne, c'est un défi extrêmement important pour le Front National, Jean-Marie Le Pen. Et donc, on comprend qu'il n'aime pas beaucoup le sport, qui permet, justement, ce mélange, cette intégration. Il est tout à fait logique qu'un parti qui est basé, quand même, très largement sur l'exclusion et la discrimination, n'aime pas ce qui est le contraire. Et donc, finalement, c'est un hommage indirect que Jean-Marie Le Pen rend au football que de le condamner. Bélir Nabli ? Oui, et pour aller dans le même sens, c'est autre chose. C'est une sélection nationale. Qui dit sélection, dit non pas concours, mais sélection. On prend les meilleurs. Et là, on rejoint finalement la conception de la République, en France du moins. C'est-à-dire qu'il y a l'idée de mérite. On sélectionne les meilleurs. Très juste. Et donc, il n'y a pas, a priori, de représentativité obligatoire de l'équipe de France par rapport à la société. On prend les meilleurs, c'est le critère sportif en la matière. Et donc, tant qu'on prendra les meilleurs... Et qu'on a la nationalité française. Bien sûr. Il n'y aura pas, à mon avis, de polémique. Les polémiques naîtront lorsqu'il y aura des interrogations autour, précisément, du mérite sportif. Et vous voyez, j'amène un peu là la distinction entre le cas Ben Arfa et le cas Benzema. Les deux cas ont été au cœur des débats autour de la sélection actuelle, mais ça ne se posait pas dans les mêmes termes. Benzema a essayé de racialiser la question, alors que Ben Arfa, il y avait un consensus national, pratiquement en tous les cas du côté de l'opinion publique, pour dire « mais c'est un des meilleurs joueurs et pourtant il n'est pas sélectionné ». Pourquoi ? Là, la question reste en suspens. Vous voyez, donc le cas Ben Arfa est beaucoup plus problématique. C'est un des meilleurs joueurs évolués en France. Et tant qu'on n'est pas dans la tête du sélectionneur, je sais qu'en France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Et voilà, en tant que légitimiste, le dernier mot doit revenir au sélectionneur national, etc. Et alors, en plus, il est tout à fait hallucinant de s'imaginer qu'il puisse se priver d'un talent qui lui permettrait de gagner un titre pour des questions raciales. D'une part, lui n'est pas raciste. Effectivement, il fait un mélange des 23. Mais s'il a un super joueur... Mais je pense que si on en est là aussi, c'est parce qu'on a inconsciemment ou consciemment, en mémoire, l'équipe de France qui gagne, celle de 1998. J'aimerais qu'on se replonge un peu, parce que c'était quand même sympa. Le 13 juillet, donc le lendemain matin, on évoque la nuit extraordinaire d'après cette victoire à la Coupe du Monde organisée en France. On est donc le 13 juillet 1998.
Jamais l'Arc de Triomphe n'aura si bien porté son nom. Sous l'œil des géants de l'équipe de France, 1,5 million de personnes hier soir sur les Champs-Élysées. Toute une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Pour danser, on a même trouvé mieux que la samba. Une telle marée humaine, c'était du jamais vu depuis près d'un demi-siècle. Le même drapeau pour tous et à chacun son héros. Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir. Faut pas qu'ils oublient que Zidane c'est un Algérien, un Kabyle. Faut pas qu'ils oublient ça. C'est intéressant, c'est la fin là. Faut pas qu'ils oublient que c'est un Algérien, pas un Kabyle, mais en même temps ils font la fête avec les autres. C'est aussi ça, peut-être un peu la société française. Ouais, faut pas le prendre de manière négative. Ça signifie aussi, n'oubliez pas que l'identité nationale, elle est complexe, c'est-à-dire multiple. Que Zidane, il est français, mais pas seulement. Et on peut être français et autre chose, comme tout Français en fait. Tout individu a une identité multiple. Alors on le reconnaît pour certains plus facilement, on l'oublie pour d'autres. C'était l'âge d'or, effectivement, mais on a eu l'illusion que ça allait tout régler en France. Et donc, une fois, le miroir était flatteur. Voilà, mais il fallait voir quand même qu'il y a du travail à faire derrière, qu'il fallait se servir de cette équipe comme un moyen de rayonnement, comme un moyen de montrer l'exemple que c'est possible. Moi, je n'ai jamais été aussi populaire dans le monde qu'après 1998, où on ne parlait dans tous les pays étrangers que de l'équipe de France. Et après la guerre d'Irak de 2003, le refus par la France. Et c'était une équipe qui était admirée par son talent et son intégration. Mais ça ne suffisait pas pour résoudre tous les problèmes. Vous êtes membre de la Commission nationale d'éthique de la Fédération française de football. Est-ce que ces questions-là sont fréquemment posées? Non, nous, notre mission, c'est de voir, enfin, elles peuvent être posées s'il y a des déclarations qui franchissent la ligne et qui mettent en cause, effectivement, par des acteurs du football qui ont des propos qui sont peu admissibles et qui transgressent l'éthique. Donc c'est un sujet quand même. C'est un sujet, mais heureusement, en fait, pas si fréquent que cela dans le monde du foot. C'est un sujet qui est beaucoup plus souvent évoqué en dehors du monde du foot. Et finalement, les responsables politiques ou les soi-disant intellectuels évoquent beaucoup plus ces sujets-là que les gens qui sont dans le monde du football. Il nous reste une petite minute pour conclure. Est-ce que, selon vous, Beher Nabli, le football doit être à ce point utilisé par les politiques? Est-ce qu'il a une fonction sociale, une fonction politique et culturelle? Il a une fonction sociale, mais pour tout individu. Ce n'est pas aux politiques de s'appuyer sur le football pour essayer de trouver un échappatoire à leurs propres responsabilités, à savoir répondre finalement aux mots MAUX de notre société. Sinon, on a affaire à de l'instrumentalisation. Vous me retirez les mots de la bouche, parce qu'effectivement, qu'il soit utilisé, c'est une bonne chose, qu'il soit instrumentalisé, et c'est trop souvent le cas, ça c'en est une mauvaise. Merci pour cette très belle conclusion. Je rappelle, Pascal Boniface, votre dernier livre, Géopolitique, Sport et Relations internationales, chez Erol, et Beher Nabli, il y a quelques semaines, quelques mois, La République identitaire, ordre et désordre français aux éditions du CERF. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. Merci. Merci. L'Archive en Plus cette semaine sous forme d'hommage à Mohamed Ali, icône du XXe siècle, alliage sublime de l'excellence sportive, de la conscience politique, mais aussi de la tchatch, ici en 1968 dans 5 colonnes à la une. Joe Frazier, Buster Matthews, Jerry Quarry, I whip all of them. Fraser, Matthews, tout ça, ça n'existe pas. Beat me. I'm the real champion of the world. C'est moi le champion du monde. They're trying to wait until I get out of shape. Then they're going to call me back. Ils espèrent que je vais devenir hors de forme. They're going to say, well, we'll get the big mouth now. He's tired. He's old. He's fat. But I'm going Ils to pensent trick que je him. suis vieux, ils pensent que j'ai grossi, et je vais tous les posséder. C'est toujours moi le plus fort. Look at my feet. Regardez mon jeu de jambes. Who's the champ? I'm the champ. Qui est le champion? Je suis le champion. C'est vraiment le champion. Un peu de lecture cette semaine, comme chaque semaine, du football, comme dans toute l'émission, et de la politique au programme, avec un très beau livre, Débordement, sombre histoire de football 1938-2016, par Olivier Villepreux, Samy Mouhoubi et Frédéric Bernard, aux éditions Anamosa. L'occasion pour moi de parler d'une nouvelle maison d'édition que je suis heureux vraiment de présenter. Un catalogue déjà très excitant et de beaux objets, des livres un peu comme des petits coffrets. C'est un livre, celui-ci, qui raconte 13 histoires méconnues de football. Vous y rencontrerez des joueurs courageux, tel Matthias Sindelar, joueur autrichien, mort pour avoir refusé de porter le maillot du Troisième Reich, ou encore les Algériens, on en a parlé dans l'émission, partis pour le FLN
en 1958, mais aussi Tony Adams, footballeur et alcoolique. Vraiment une lecture de saison et très intéressante. Et comme chaque semaine, le général de Gaulle donne son avis sur cette émission. Ensemble, nous avons été au fond des choses. Et nous en recueillons les uns et les autres des leçons capitales. Nous les emportons pour agir. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.